Certaines personnes portent un sourire comme un masque qu'elles n'enlèvent jamais. Et pendant 3 ans, j'étais l'une d'entre elles. Je m'appelle Camille. J'ai 25 ans, et les voisins de notre résidence sécurisée exclusive de Sedona pensaient que je menais une vie parfaite. Ce qu'ils ne voyaient jamais, c'étaient les vêtements épais à manches longues que je portais sous la chaleur étouffante pour cacher les bleus en dessous. Ce que personne n'avait vu venir, c'est que la seule personne qui pouvait enfin voir à travers le mensonge rentrait chez elle après 21 ans de déploiement militaire, plongeant tout droit dans le cauchemar. C'est arrivé dans la salle d'attente de la base navale. Alors que je tendais le bras pour attraper un verre d'eau sur la table, la manche de mon manteau trop grand a glissé. Mon père a accidentellement remarqué les bleus sombres qui se chevauchaient et couvraient mon avant-bras. J'ai paniqué et j'ai désespérément tiré le tissu pour le rabaisser, mais sa main a jailli, agrippant fermement mon poignet. Il m'a regardé droit dans les yeux. Le mur psychologique que j'avais bâti s'est instantanément effondré. J'ai fondu en larmes, là, dans le hall, avouant enfin la vérité. J'avais été violemment maltraité, contrôlé financièrement et enfermé dans une cave par mon mari et sa famille pendant des années. Il n'a pas crié ni perdu son sang-froid. Au lieu de cela, il a froncé les sourcils, serré les poings et a donné un ordre avec l'attitude froide et calculée d'un officier militaire qui avait servi pendant des décennies. Fais tes valises. Tu restes avec moi. Demain, nous jouerons à leur jeu, mais selon mes règles. Si voir un esprit tactique militaire démanteler des agresseurs toxiques vous scotche à l'écran, abonnez-vous à Revenge Mode dès maintenant parce que cette histoire ne vous lâchera pas jusqu'à la toute fin. Il y a 3 ans, la grille en fer de la Villa Sedona s'est refermée violemment derrière moi. Juste après notre mariage, mon mari, Mathieu, a commencé à exécuter un plan pour m'isoler du monde extérieur. Il a suggéré que je passe au télétravail pour gérer la grande propriété. J'ai accepté cet arrangement. Cependant, ses véritables intentions ont rapidement fait surface. En quelques mois, il a continuellement inventé des excuses concernant ma santé déclinante auprès de mon employeur. Il a appelé mon bureau directement, invoquant un stress et une fatigue sévères de ma part. Il me mettait la pression quotidiennement. Il se tenait derrière ma chaise de bureau, me dictant les mots exacts de mon courriel de démission. Il a regardé mes doigts frapper le clavier jusqu'à ce que je clique sur envoyer. Mon revenu indépendant et mes interactions quotidiennes avec mes collègues ont disparu du jour au lendemain. Sans emploi, ma routine s'est entièrement rétrécie au mur de la propriété. Peu de temps après avoir perdu mon travail, ma belle-mère, Jocelyne, a emménagé avec nous. Mathieu a prétendu qu'elle était là pour aider à gérer la maison, mais elle a immédiatement endossé le rôle de gardienne. Jocelyne ne fermait pas à clé toutes les pièces pour ne pas paraître suspecte. Au lieu de cela, elle a pris possession du trousseau de clés principales et contrôlait strictement l'accès aux zones les plus essentielles. Elle fermait les portes du garage à clé, m'empêchant d'accéder à nos véhicules. Elle sécurisait le garde-manger principal, le coffre-fort à combinaison et le bureau privé de Mathieu. Si j'avais besoin d'un ingrédient spécifique ou d'un produit de nettoyage, je devais demander son autorisation verbale. Elle déverrouillait la porte, se tenait derrière moi pendant que je prenais l'article, et la refermait immédiatement à clé. Jocelyne a rapidement établi un ensemble rigide de règles ménagères. Elle surveillait mon emploi du temps quotidien et imposait des limites de temps strictes pour le moment où j'étais autorisé à entrer dans la cuisine. Elle restreignait mon accès à la cuisinière et limitait mon utilisation du four à seulement 30 minutes par jour. Chaque fois que je remettais en question ces règles, elle justifiait ses actions en se plaignant bruyamment que les coûts de l'électricité augmentaient rapidement. Elle m'accusait constamment de gaspiller les provisions, mesurant la quantité exacte de riz et de viande que j'étais autorisé à cuisiner pour le dîner. Elle critiquait ma gestion du budget familial, malgré le fait que Mathieu avait déjà confisqué mes cartes de crédit et changé les mots de passe de mon compte bancaire. La pression psychologique a atteint son paroxysme un soir où j'ai préparé un petit sac pour partir. Mathieu m'a surprise dans le couloir. Il a sorti son téléphone et a joué une compilation de clips vidéo. Les vidéos avaient été enregistrées juste après qu'il ait intentionnellement caché mes affaires ou m'ait empêché de dormir pendant des heures. Mais à l'écran, sans l'audio de ses provocations, j'avais l'air hystérique. Je t'ai secrètement enregistré en train de perdre ton sang-froid et de pleurer sans raison. Si tu sors de cette maison, tout le monde croira que tu es mentalement instable. La menace de Mathieu m'a complètement paralysé. J'ai laissé tomber le sac. Il a utilisé ces clips vidéo manipulés comme une arme pour instiller une peur profonde dans mon esprit.
Il m'a convaincu qu'il montrerait les images à la police et aux professionnels de la santé. J'ai réalisé que sans argent ni voiture, je n'avais aucun moyen de prouver le contexte de ces enregistrements. La peur d'être interné m'a enlevé le courage de m'échapper. Quelques semaines plus tard, Jocelyne m'a permis de marcher jusqu'à un supermarché voisin. Alors que j'étais dans le rayon à compter la monnaie exacte, ma meilleure amie, Sarah, est passée. Elle s'est arrêtée net quand elle a vu mon apparence épuisée et les bleus qui s'estompaient sur mon bras. Sarah a immédiatement attrapé ma main et m'a tiré dans un coin tranquille. Fais tes valises et viens rester chez moi aujourd'hui. Tu ne peux pas continuer à vivre dans cette maison un jour de plus. J'ai retiré ma main de celle de Sarah avec force. J'ai secoué la tête, refusant son offre sans explication. Je devais partir immédiatement. Mathieu avait installé l'application de suivi de localisation Live 360 sur mon téléphone, et il vibrait dans ma poche. L'application lui envoyait une alerte automatique chaque fois que je restais trop longtemps au même endroit. L'écran s'est allumé, affichant un message texte demandant pourquoi mon point de localisation restait immobile depuis 4 minutes. J'ai attrapé mes sacs en plastique et je suis pratiquement sorti en courant par les portes coulissantes en verre, retournant directement à ma prison. À l'automne de la 3e année, des avis de retard de paiement ont commencé à arriver dans la boîte aux lettres. L'entreprise de Mathieu était au bord de la faillite absolue. Il arpentait le sol du salon chaque nuit, se disputant agressivement avec des créanciers au téléphone. Un soir, il est entré dans la salle à manger et a claqué une épaisse pile de documents de demande de prêt sur la table en bois. Il m'a ordonné de m'asseoir et de prendre un stylo. Il a exigé que j'utilise mon excellent dossier de crédit personnel pour me porter garante pour un nouveau prêt commercial massif. Il a déclaré que ma signature était le seul moyen d'obtenir le financement pour sauver son entreprise en faillite. J'ai refusé de toucher le stylo. J'ai repoussé les papiers sur la table, déclarant clairement que je n'associerais pas mon nom à ses dettes professionnelles. Il a crié « Frappe le mur » et est sorti de la maison en trombe. Le lendemain matin, Mathieu a quitté la propriété en hâte. Je suis entré dans son bureau privé pour ramasser les tasses de café vides laissées sur son bureau. J'ai remarqué que l'écran de son ordinateur portable était encore allumé. Il avait oublié de verrouiller l'appareil avant de partir. Je me suis assise dans son fauteuil et j'ai déplacé la souris de l'ordinateur. J'ai ouvert un dossier numérique étiqueté avec les acronymes de diverses institutions financières. J'ai cliqué sur les fichiers PDF et je me suis figé. L'écran affichait plusieurs contrats de prêts approuvés et des relevés de cartes de crédit. La dette totale s'élevait à des dizaines de milliers de dollars. J'ai fait défiler chaque page jusqu'en bas. Ma signature était parfaitement reproduite sur les lignes de garant. Il avait commis une grave usurpation d'identité, falsifiant mon nom pour obtenir des capitaux à mon insu et sans mon consentement. J'ai immédiatement connecté l'ordinateur à l'imprimante. J'ai imprimé des copies physiques de chaque contrat frauduleux et j'ai attendu son retour. Ce soir-là, dès que Mathieu a franchi la porte d'entrée, je me suis avancé au centre du salon. Je tenais fermement la pile de contrats imprimés dans ma main. J'ai jeté les papiers directement sur la table basse en verre, éparpillant les preuves sur la surface. Je l'ai confronté immédiatement. Je l'ai accusé d'avoir volé mon identité et d'avoir utilisé illégalement mon nom pour obtenir des dizaines de milliers de dollars. J'ai exigé une explication directe pour les signatures falsifiées sur les documents bancaires. Ma belle-mère, Jocelyne, est sortie du couloir. Elle a regardé les papiers éparpillés sur la table puis m'a fusillé du regard. Elle n'a pas tenté de désamorcer le conflit. Au lieu de cela, elle a tourné la tête vers son fils. Elle doit apprendre les conséquences de la défiance. Montre-lui qui prend les décisions dans cette maison. Au moment où Jocelyne a fini sa phrase, Mathieu s'est élancé en avant. Il m'a attrapé à la gorge avec ses 2 mains, me coupant la respiration. Il m'a légèrement soulevé du sol et m'a poussé en arrière avec une force immense. J'ai été projeté en arrière et je me suis écrasé lourdement contre le bord tranchant en marbre de l'îlot de cuisine. L'impact a frappé le côté de mes côtes. Je me suis effondré sur le parquet, cherchant de l'air alors qu'une douleur aiguë irradiait dans mon torse. Pendant que je luttais pour respirer sur le sol, la porte d'entrée s'est de nouveau ouverte. Ma belle-sœur, Clara, est entrée dans la maison. Elle m'a regardé, allongé sur le sol, la main pressée contre mes côtes. Elle a enjambé mes jambes, ignorant complètement la violence physique qui venait de se produire. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti son téléphone portable et m'a regardé avec des yeux froids.
J'ai déjà appelé le docteur Lambert. Un mot de ma part et ils demanderont une évaluation psychiatrique d'urgence et t'emmèneront immédiatement. Je suis resté sur le sol, les regardant tous les trois. Mathieu se frottait les articulations. Jocelyne hochait la tête en signe d'approbation, et Clara tenait son téléphone prête à composer le numéro. Face à leur complicité calculée et à la fausse menace médicale, j'ai réalisé le piège qu'ils avaient construit. Si je prenais le téléphone fixe pour appeler la police dans mon état d'agitation actuel, Clara mettrait sa menace à exécution. Les autorités arriveraient pour trouver 3 témoins affirmant que j'avais eu une violente crise de nerfs. Je savais qu'aucun officier ne croirait ma parole contre leurs mensonges coordonnés. J'ai réalisé que je ne pouvais pas les combattre avec la logique ou appeler à l'aide immédiatement. Je suis restée silencieuse, forcée de supporter la douleur physique et d'attendre. 5 jours avant la fin du déploiement de mon père, ils ont décidé de recourir à des mesures extrêmes. Mathieu est entré dans le salon et s'est approché de moi avec un document juridique à la main. Il a posé un accord de procuration sur la table basse, pointant la ligne du bas. Le document exigeait le transfert de la propriété de la maison directement à son nom. Il a mis un stylo dans ma main et m'a ordonné de signer le document pour régler ses dettes d'entreprise. J'ai regardé la ligne de signature, puis je l'ai regardée. J'ai tendu la main, j'ai attrapé le papier épais et je l'ai déchiré en deux, en plein milieu. J'ai jeté les morceaux sur le sol. Mathieu n'a pas hésité. Il s'est immédiatement avancé, a levé la main et m'a giflé avec une force immense. Je me suis effondré lourdement sur le parquet. Avant que je puisse me remettre, Mathieu a attrapé le col de ma chemise. Jocelyne est sortie de la cuisine et a saisi mes poignets. Ensemble, ils m'ont traîné sur le tapis et m'ont tiré en bas des escaliers en bois. Mon dos a heurté les marches pendant qu'ils me tiraient vers le bas. Ils m'ont poussé agressivement dans la petite salle de bain non finie de la cave. Tu resteras ici jusqu'à ce que tu prennes un stylo et que tu signes ce document de transfert de propriété. Mathieu a claqué la lourde porte en acier. J'ai entendu le pêne dormant extérieur en métal se glisser fermement en place, m'enfermant à l'intérieur. Ils m'ont laissé avec le strict minimum de ressources requises pour assurer une survie de base. Une seule carafe en plastique d'eau filtrée se trouvait dans un coin à côté d'une assiette en carton contenant 3 fines tranches de pain sec. Des toilettes cassées reposaient contre le mur opposé. La cave n'avait pas d'électricité, me laissant complètement dans le noir. La 3e nuit de ma détention, le bruit d'un moteur qui démarrait a rompu le silence de mort de la cave. Je me suis tenu près de la porte, l'oreille pressée contre le métal froid, et j'ai écouté attentivement la voiture de Mathieu quitter l'allée, quittant la propriété pour rencontrer un collecteur de dettes. Une forte tempête de pluie s'abattait sans relâche sur la maison depuis quelques jours. Je me suis approché du mur opposé et j'ai inspecté la petite fenêtre de ventilation positionnée près du plafond. L'exposition constante aux intempéries avait fait fortement rouiller les vis en fer qui maintenaient la grille métallique en place. J'ai regardé autour de l'espace confiné et j'ai trouvé une étagère de rangement en métal rouillé appuyée contre le coin. J'ai poussé l'étagère, la coinçant fermement contre les carreaux de la salle de bain pour créer une plateforme stable. J'ai grimpé sur le cadre en métal, équilibrant mon poids, et j'ai levé les mains vers la grille de ventilation. J'ai agrippé les barreaux de fer et j'ai tiré en arrière de toutes mes forces physiques restantes. Les vis dégradées se sont pliées et ont cédé sous la pression. La grille métallique s'est complètement détachée du mur en béton. J'ai poussé le lourd couvercle de côté, je me suis hissé et j'ai fait passer mes épaules par l'ouverture étroite. J'ai passé mes jambes à travers l'espace, éraflant mes genoux contre les bords rugueux du béton, et j'ai basculé en avant. Je suis tombé de l'ouverture de la fenêtre et j'ai atterri lourdement sur l'herbe inondée à l'extérieur, inhalant l'air froid de la nuit. Je me suis relevé en vitesse et j'ai commencé à courir. J'ai sprinté pieds nus sur le sentier boueux qui reliait l'arrière-cour à l'autoroute principale. Les rochers pointus et les branches cassées ont coupé le dessous de mes pieds, mais j'ai maintenu mon rythme. J'ai atteint le bord de l'asphalte juste au moment où une paire de phares a percé la forte pluie. Je suis monté sur l'accotement et j'ai agité frénétiquement les 2 bras. Un taxi qui passait a freiné et a dérapé pour s'arrêter juste devant moi. J'ai attrapé la poignée de la porte, je l'ai ouverte brusquement et j'ai sauté sur la banquette arrière, complètement trempé par la tempête. S'il vous plaît, conduisez jusqu'à la base navale. Je peux vous payer le double de la course quand nous arriverons en lieu sûr. Le chauffeur a regardé dans le rétroviseur. Il a clairement vu mon visage contusionné, mes vêtements en lambeaux et la panique absolue dans mon expression. Il a hoché la tête une fois.
Il n'a pas demandé mon nom, et il n'a posé aucune question sur ma situation. Il a passé une vitesse, a appuyé sur l'accélérateur et s'est élancé droit dans la nuit noire, se dirigeant directement vers les portes de la zone militaire. Quelques heures plus tard, le taxi a freiné. J'ai payé en espèces et je suis sorti. Je me suis dirigé vers le poste de contrôle de sécurité, j'ai présenté ma pièce d'identité au garde armé et j'ai attendu l'autorisation. Il a vérifié mes informations et m'a dirigé vers le bâtiment principal. J'ai passé les portes doubles et je suis entré dans le hall principal des retrouvailles. La grande salle était remplie de personnel en uniforme et de leurs familles réunies pour l'événement. Bien que mon père ait servi 21 ans dans l'armée, nous avions toujours maintenu un lien fort grâce à nos appels vidéo hebdomadaires programmés. J'ai navigué à travers la foule et je l'ai rapidement repéré près de la tribune centrale. En m'approchant, sa posture a immédiatement changé. Il n'a pas souri. Ses instincts militaires ont pris le dessus à la seconde où il a vu mes vêtements en lambeaux, mes pieds nus et ma respiration erratique. Il s'est avancé, a court-circuité toute salutation standard et a tendu la main. Il a pris mon téléphone portable directement de ma main sans demander. Il a appuyé sur le bouton d'alimentation, le maintenant fermement jusqu'à ce que l'écran devienne entièrement noir. Cette action a instantanément désactivé le logiciel de suivi de localisation que Mathieu avait installé. Il a ensuite extrait la carte SIM, l'a cassée en deux et a glissé l'appareil éteint dans la poche de son uniforme. Il se tenait juste en face de moi, observant attentivement mon langage corporel. Plusieurs personnes sont passées à côté de nous emportant des chaises pliantes en métal, et une lourde porte en bois a claqué au fond du couloir. J'ai sursauté violemment au bruit soudain et j'ai fait un pas rapide en arrière. J'ai instinctivement croisé les bras, tirant fermement mes manches mouillées sur mes mains pour couvrir ma peau. Pourquoi sursautes-tu et recules-tu quand quelqu'un claque une porte? Et pourquoi continues-tu à cacher tes poignets? Il n'a pas attendu ma réponse au milieu de la salle bondée. Il a posé sa main fermement sur le haut de mon dos et m'a éloigné du rassemblement. Nous avons marché dans un couloir calme et à accès restreint. Il a poussé la lourde porte d'une salle de réunion tactique vide. Il a allumé la lumière, est entré et a refermé la porte derrière nous. Il a tourné le pêne dormant en métal, la verrouillant de l'intérieur. Il s'est tourné vers moi. Il a tendu la main, a attrapé le revers de mon manteau et a directement relevé le tissu. Les blessures qui se chevauchaient sur mon bras étaient entièrement exposées sous les dures lumières fluorescentes. Je n'ai pas fondu en larmes ni perdu de temps à détailler la violence physique. Je suis allé droit au but. Je lui ai parlé de la porte en acier dans la cave et de l'isolement extrême des 3 derniers jours. J'ai expliqué la manipulation financière systématique et les demandes de prêts falsifiés. J'ai ouvert la poche intérieure de mon manteau humide. J'ai fouillé à l'intérieur et j'ai sorti un sac en plastique étanche soigneusement plié. J'ai brisé le seau et j'ai retiré les documents physiques que j'avais réussi à protéger pendant l'évasion. J'ai posé les papiers à plat au centre de la table en bois. J'ai pointé directement les signatures falsifiées. Mon père a ramassé les documents. Il a lu chaque page, examinant attentivement les signatures falsifiées et les montants des prêts. Il a reposé les papiers. Il a tiré une chaise en acier et s'est assis. Il a redressé son dos, maintenant une posture militaire parfaite. Il a posé sa main droite sur la table et a commencé à tapoter son index en rythme contre la surface métallique froide. Il n'a montré aucune rage ni menacé de représailles physiques. Au lieu de cela, il a systématiquement élaboré une contre-attaque. Il a déclaré que nous utiliserions les tactiques légales les plus strictes pour démanteler toute leur opération et les tenir entièrement responsables. Il s'est levé et a donné ses derniers ordres pour la nuit. Il m'a strictement interdit de contacter Mathieu, Jocelyne, Clara ou toute autre personne résidant à Sedona. Il a sorti une clé en métal de sa poche et l'a mise dans ma main. Il m'a demandé de me rendre directement au logement des invités militaires situés sur la base et de m'enfermer dans la chambre assignée. Il a déclaré que nous devions assurer ma sécurité physique cette nuit et nous préparer à lancer une guerre juridique massive dès demain matin. Tôt le lendemain matin, dans le bureau privé de mon avocat, Maître Mercier, l'épais dossier a finalement été ouvert. Nous étions assis autour d'une grande table couverte de chemises. Maître Mercier n'a pas perdu de temps avec des méthodes illégales de suivi de données. Il avait déposé une requête d'urgence auprès du juge local à l'aube. En quelques heures, il a obtenu avec succès une assignation légale contraignante obligeant les institutions financières à divulguer toutes les informations pertinentes. Un coursier a livré une boîte scellée contenant les relevés bancaires officiels directement au bureau.
Maître Mercier a brisé le sceau de sécurité et a sorti des centaines de relevés de transactions imprimés. Il a distribué les piles de papier sur la table pour que nous les examinions. Nous avons commencé un examen méthodique de l'historique financier complet des 3 dernières années, retraçant chaque dépôt et retrait associé à mon nom. La piste papier a révélé un système de vol très organisé. Mon père avait régulièrement déposé une part substantielle de son allocation militaire sur un compte destiné à mon usage. Les relevés bancaires montraient que pas un seul dollar de cette allocation navale ne m'était jamais parvenu. Au lieu de cela, les registres affichaient des virements mensuels automatisés acheminant les fonds vers l'extérieur. Nous avons suivi les numéros de routage jusqu'à un compte privé d'investissement en crypto-monnaie et en actions enregistré uniquement au nom de Mathieu. J'ai cherché dans les formulaires d'autorisation joints fournis par la banque. J'ai trouvé une copie numérisée d'un document de procuration financière. Mathieu avait falsifié ma signature sur ce document crucial, s'octroyant un contrôle légal total sur mes actifs entrant sans ma présence ni mon consentement. Maître Mercier a pris le document falsifié, l'a tenu à la lumière et a regardé directement mon père. Nous avons les registres de la banque. Il a falsifié la procuration financière pour détourner tout l'argent de l'allocation que votre père envoyait. Simultanément, Maître Mercier a finalisé la collecte de preuves physiques. Il a branché une clé USB sécurisée sur son écran d'ordinateur. Il avait émis une demande légale formelle au conseil d'administration de l'association des propriétaires plus tôt ce matin-là. Ils ont obtempéré et ont remis les enregistrements bruts des caméras de sécurité capturant l'extérieur de la propriété. Maître Mercier a cliqué sur le bouton de lecture. L'écran affichait l'horodatage d'exactement 3 jours auparavant. L'enregistrement haute définition montrait clairement Mathieu attrapant le col de ma chemise et Jocelyne tenant mes poignets. La vidéo les a capturés me traînant agressivement sur le porche avant et me forçant à entrer dans la maison contre ma volonté. Les images fournissaient une preuve indéniable et horodatée de leur agression physique et de leur séquestration illégale. Pendant que nous cataloguions les fichiers vidéo, la réceptionniste du bureau a ouvert la porte vitrée. Sarah est entrée dans la pièce. Elle n'a pas posé de questions ni tenté d'offrir un réconfort émotionnel. Elle s'est dirigée directement vers la table et a posé une petite boîte en métal verrouillée sur la surface. Elle m'a tendu la clé en laiton correspondante. Elle a salué respectueusement mon père, s'est retournée et a quitté le bureau immédiatement pour ne pas gêner notre travail. J'ai inséré la clé et ouvert le couvercle. À l'intérieur de la boîte se trouvait mon passeport original, mon acte de naissance certifié et ma carte de sécurité sociale. Avoir ces documents d'identité originaux en sécurité signifiait que Mathieu ne pouvait plus retenir mon identité légale en otage. Mon père a examiné les piles de preuves triées. Il a regardé les relevés bancaires, la procuration falsifiée, la clé USB contenant les images de l'agression et mes documents d'identité récupérés. Il s'est levé de sa chaise et a organisé les dossiers en 2 piles distinctes. Il a pointé les piles séparées, donnant un ordre opérationnel clair et décisif. Déposer d'abord le rapport de violence physique auprès de la police de l'État, puis transférer les dossiers d'usurpation d'identité directement aux enquêteurs fédéraux. Il a établi une division stricte des juridictions légales. Le département de police de l'État local traiterait les crimes violents, spécifiquement l'agression physique et les accusations de séquestration. Pendant ce temps, les crimes financiers complexes, y compris la fraude au crédit, la procuration falsifiée et le vol de fonds militaires, relèveraient de la juridiction directe des agences fédérales. Avec le dossier de preuves complet désormais entièrement assemblé et catégorisé, Maître Mercier est passé à l'étape finale. Il a immédiatement rédigé une requête pour une ordonnance de protection d'urgence. Il a imprimé la requête, a rassemblé les documents à l'appui et s'est rendu directement au palais de justice du district. La soumission de cette ordonnance a jeté les bases légales concrètes nécessaires pour geler immédiatement les activités financières de Mathieu et le priver de son contrôle. 2 semaines plus tard, 3 voitures de police se sont garées brusquement devant la villa de Sedona. Le shérif du comté est sorti et s'est dirigé directement vers les marches de l'entrée. Il a frappé avec force sur l'épaisse porte en bois. Mathieu a ouvert la porte avec Jocelyne juste derrière lui dans le hall. Le shérif n'a pas offert de salutation polie. Il a tendu une épaisse pile de documents juridiques et a signifié l'ordonnance de protection d'urgence directement à Mathieu. Il a remis un 2e paquet identique à Jocelyne. Le mandat légal les privait officiellement de tout droit de me contacter, de m'approcher ou de communiquer avec moi par quelque moyen que ce soit. Mathieu a tenté de discuter, faisant un pas en avant sur le porche. Le shérif a immédiatement levé la main,
arrêtant instantanément le mouvement de Mathieu. Mathieu, reculez et restez à l'écart de cette zone. C'est une ordonnance de protection émise par le tribunal. Toute violation entraînera une arrestation immédiate. La signification de l'ordonnance de protection ne marquait que le début de l'offensive juridique tactique. Suite à la requête déposée par Maître Mercier, le tribunal fédéral avait déjà rendu une décision d'urgence. Le juge a signé l'autorisation de geler tous les actifs contestés liés à mon identité volée. Mathieu est retourné à l'intérieur de la maison, s'est assis à son bureau et a ouvert son ordinateur portable pour vérifier ses finances. Il a découvert que son accès au portail bancaire était entièrement révoqué. Le mandat du tribunal a bloqué ses principaux comptes professionnels, ses portefeuilles de crypto-monnaies privées et les fonds d'investissement spécifiques où il avait illégalement acheminé l'allocation militaire de mon père. Il ne pouvait pas retirer un seul centime pour maintenir ses opérations ou s'assurer une représentation juridique de haut niveau. Le blocus financier soudain a déclenché une réaction en chaîne immédiate. Sans les fonds volés pour couvrir ses dettes, la façade commerciale de Mathieu s'est entièrement effondrée. Les collecteurs de dettes ont commencé à appeler son téléphone portable personnel sans relâche, laissant des dizaines de messages vocaux automatisés menaçant de poursuites civiles. La pression s'est intensifiée physiquement à la limite de la propriété. Des huissiers de justice sont arrivés à la porte de sécurité, remettant des plaintes légales formelles de vendeurs impayés. À la fin de la semaine, un fonctionnaire du comté a remonté l'allée en portant un rouleau de ruban adhésif résistant. Le fonctionnaire a apposé un avis de saisie immobilière formelle directement sur la porte d'entrée vitrée de la villa. Juste à côté, le fonctionnaire a fixé un avis audacieux du shérif exigeant l'évacuation immédiate des lieux en raison de paiements hypothécaires en défaut. Mathieu a attrapé son téléphone, arpentant furieusement le tapis du salon en composant le numéro de son avocat de la défense. Ils ont gelé tous mes comptes professionnels, et un avis de saisie vient d'être collé sur la porte d'entrée. Vous devez régler ça immédiatement. L'avocat de la défense ne pouvait pas régler la situation car l'enquête fédérale s'étendait rapidement. Plusieurs mois plus tard, la division des crimes financiers a retracé les approbations de prêts frauduleux jusqu'à la source de traitement d'origine. Les preuves ont directement impliqué Clara. Elle avait utilisé sa position professionnelle pour dissimuler les signatures falsifiées et contourner les protocoles de vérification de crédit. 2 policiers armés sont entrés dans son immeuble de bureau en plein milieu de la journée de travail. Ils ont contourné la réception, sont entrés dans le département de Clara et se sont approchés de son bureau. Ils l'ont officiellement inculpé de complicité de fraude au crédit. Les policiers lui ont ordonné de se lever, lui ont passé les poignets dans des menottes en métal et l'ont escorté hors du bâtiment devant ses collègues, mettant fin définitivement à sa carrière dans le secteur financier. Avec sa mère faisant face à une expulsion imminente, sa sœur sous le coup d'une inculpation fédérale et ses comptes légalement saisis, Mathieu n'avait plus aucun levier. Il était assis dans une salle de médiation au palais de justice, fixant les documents de divorce préparés par Maître Mercier. Les papiers exigeaient l'abandon complet de tous les biens matrimoniaux et la renonciation inconditionnelle à toute réclamation financière contre moi. Mathieu a pris le stylo, ses mains tremblant visiblement sous la pression. Il a hésité, regardant de l'autre côté de la table ma représentation légale, implorant silencieusement un compromis. Maître Mercier s'est penché en avant, maintenant un ton froid et professionnel. Votre accord pour signer ce règlement de divorce civil n'effacera pas les accusations criminelles d'usurpation d'identité qui vous attendent. Mathieu a baissé la tête en signe de défaite. Il a appuyé le stylo sur le papier et a signé le règlement civil, renonçant à ses droits sur les actifs. Il a laissé tomber le stylo sur la table, comprenant parfaitement que l'abandon de la propriété n'empêcherait pas les procureurs fédéraux de poursuivre sa peine de prison imminente. 6 mois plus tard, le son du marteau du juge frappant le bureau en bois dans la salle d'audience fédérale a résonné vivement. Le juge fédéral a regardé directement la table de la défense et a lu le verdict final à voix haute. Le tribunal a déclaré Mathieu coupable de plusieurs infractions graves, citant spécifiquement l'usurpation d'identité aggravée, la fraude au crédit massive et la séquestration qualifiée de crime. Le juge a explicitement rejeté le plaidoyer de l'avocat de la défense pour une peine réduite ou un transfert dans un établissement à sécurité minimale. Il a prononcé une peine de prison fédérale stricte et obligatoire sans aucune possibilité de libération conditionnelle anticipée. 2 marshals fédéraux armés se sont immédiatement approchés de la table de la défense. Ils ont ordonné à Mathieu de se lever et de mettre les mains derrière son dos. Ils ont sécurisé ses poignets avec de lourdes menottes en acier, ont confisqué ses effets personnels et l'ont escorté hors de la salle d'audience par la porte latérale de détention.
Sa liberté a pris fin entièrement à ce moment précis. Les conséquences légales ont systématiquement démantelé le reste de leur réseau. Le juge a signé une ordonnance de dédommagement civil visant les actifs cachés de Jocelyne. Le tribunal a officiellement saisi une part importante de son épargne retraitée et a complètement vidé ses comptes d'investissement associés pour compenser les dommages financiers. Simultanément, le principal prêteur hypothécaire a finalisé les procédures formelles de saisie de la Villa Sedona. La propriété a été officiellement retransférée à la banque. Un représentant de la banque et un shérif du comté local sont arrivés à la propriété pour faire appliquer l'avis d'expulsion finale. Jocelyne a dû emballer ses vêtements restants et ses effets personnels dans des boîtes en carton bon marché et les transporter jusqu'à l'allée. Le serrurier a changé les peines dormants de la porte d'entrée pendant qu'elle regardait. Elle a chargé ses sacs dans un véhicule de location et a déménagé dans un appartement de location délabré et exigu situé à l'extrême périphérie de la ville. Clara a ensuite fait face au conseil judiciaire pour son implication directe. Le juge l'a condamnée à une période de probation stricte de plusieurs années. De plus, la commission de réglementation de l'État a révoqué de façon permanente ses licences professionnelles financières. Elle a perdu son poste en entreprise immédiatement. Des gardes de sécurité l'ont escortée à travers le hall, la forçant à vider son bureau et à rendre son badge d'identification d'entreprise devant ses collègues. La condamnation pour crime est restée attachée en permanence à son casier judiciaire public. Elle a complètement perdu sa réputation professionnelle, la rendant inemployable dans le secteur des entreprises et rompant tous ses anciens liens sociaux. Le divorce civil finalisé et les procès criminels officiellement conclus, je me suis entièrement concentré sur la reconstruction de mes fondations. Je suis resté dans le bureau de Maître Mercier pendant plusieurs semaines consécutives, l'aidant activement à contacter les diverses institutions de prêt. Nous avons envoyé par courrier les jugements certifiés du tribunal et les rapports d'expertise comptable directement au service de fraude de chaque banque. J'ai signé des dizaines de formulaires de contestation pour contester les contrats falsifiés. Une par une, les banques ont renvoyé des lettres officielles effaçant les prêts frauduleux de mon nom et supprimant les statuts de défaut de mon historique. J'ai officiellement restauré mon dossier de crédit personnel à son état d'origine. J'ai emballé mes affaires restantes, j'ai fermé le sombre chapitre à Sedona et j'ai officiellement déménagé dans une ville côtière tranquille pour commencer une toute nouvelle vie aux côtés de mon père. En sortant de ce cauchemar de 3 ans, j'ai réalisé la leçon la plus chère de ma vie. Vous ne devez absolument jamais confier le contrôle complet de vos finances personnelles à quelqu'un d'autre, et vous ne devez jamais permettre à une autre personne de signer des obligations de dette en votre nom. L'indépendance financière constitue le bouclier le plus impénétrable pour protéger votre dignité et votre liberté personnelle. De plus, les agresseurs ne changent pas leur comportement après le premier incident. Votre endurance et votre pardon ne font que leur donner la permission de devenir beaucoup plus cruels la prochaine fois qu'ils frapperont. Enfin, votre vraie famille reste votre port d'attache le plus sûr. L'amour et la protection authentique ne requièrent pas de conditions, et ils interviendront toujours pour vous sortir des situations les plus sombres. Merci d'avoir pris le temps d'écouter et de m'accompagner jusqu'aux dernières minutes de cette histoire. Votre soutien continue à une immense signification pour moi alors que je reconstruis ma vie aujourd'hui. Que pensez-vous de la solution juridique tactique que mon père a exécutée pour démanteler leur contrôle? S'il vous plaît, partagez vos perspectives et réflexions personnelles dans la section des commentaires ci-dessous. Je suis toujours là, et je lirai chacun d'entre eux.